Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours qui portera sur la notion de réaction chimique et la notion d'avancement. Pour commencer, je vous propose de partir d'une situation qui nous est plus ou moins familière, celle de la Statue de la Liberté. En 1886, lorsque Bartholdi, aidé d'Eiffel, livre la statue, celle-ci est essentiellement constituée d'acier et de cuivre. Elle avait donc une couleur initiale orange, enfin cuivrée. Au fil du temps, le cuivre a subi une transformation chimique et s'est transformé en oxyde de cuivre qu'on appelle aussi le vert de gris, ce qui explique la couleur actuelle de la statue. Alors, c'est typiquement dans ce genre de contexte que le chimiste va chercher à trouver une grandeur qui lui permettra de rendre compte de l'évolution d'une transformation chimique. Et bien, ça va être l'objet de ce chapitre. Alors, dans cette première vidéo, on va expliquer comment on va passer de la notion de transformation chimique à son modèle qu'est la réaction chimique. On présentera aussi un symbole très utile pour le chimiste qui est l'équation chimique. Dans une deuxième vidéo, nous ferons un petit peu de vocabulaire en insistant sur les expressions mélange stoichiométrique et la notion de réactif limitant. La troisième vidéo sera une vidéo pivot puisque nous allons aborder la fameuse notion d'avancement qui est la grandeur clé. Et nous présenterons aussi un outil qui va permettre d'exploiter cette notion d'avancement, qui est le tableau d'avancement, encore appelé le tableau d'évolution. Et enfin, dans une dernière vidéo, on fera un focus plus particulier sur cette fameuse exploitation de tableau d'avancement. Alors, regardons cette situation très simple qui consiste à mettre des glaçons dans un soda. En mélangeant ces deux espèces, entre guillemets, il n'y a rien de nouveau qui arrive dans le verre. On n'a pas de nouvelle espèce, on a juste fait finalement une dilution du soda avec les glaçons. Donc pas d'apparition de nouvelles espèces chimiques. En revanche, si on mélange une solution de sulfate de cuivre initialement bleue avec une solution d'oxyde de sodium initialement incolore, on forme un précipité. Ce précipité, ici, n'était pas là initialement dans chacune des solutions, et on le voit apparaître lorsqu'on mélange les deux solutions. Eh bien, dans ce cas, le chimiste dira qu'il y a une transformation chimique. Alors, il ne suffit pas de mélanger deux espèces pour qu'il y ait transformation chimique, il faut qu'il y ait une nouvelle espèce qui apparaît, ou alors une espèce qui était initialement présente disparaît. Donc c'est à ces conditions-là qu'on parlera de transformation chimique. Ça, c'est ce qu'on voit à notre échelle. On parle d'échelle macroscopique. Le chimiste, bien entendu, va vouloir interpréter ce qu'il a vu, la formation d'une espèce chimique dans notre cas. Il va donc changer d'échelle, et il va passer à l'échelle beaucoup plus petite qui est l'échelle microscopique. À cette échelle, il va dans un premier temps recenser tous les acteurs qui seraient potentiellement responsables de la formation de cette nouvelle espèce chimique. Alors, dans une première solution, on avait des ions Cu2+, et des ions SO4-, des ions sulfate de cuivre. Hein. Dans une deuxième solution, hydroxyde de sodium, on a donc des ions sodium, Na+, et des ions hydroxyde. On avait déjà étudié cette expérience en seconde, et on avait déjà déterminé que les ions Na+, et SO4-, sont des ions spectateurs. La formation du précipité se justifie uniquement par l'interaction des ions Cu2+ et HO-. Alors le précipité qui se forme s'appelle hydroxyde de cuivre 2, de formule CuOH 2 fois. Eh bien, en changeant d'échelle, le chimiste a modélisé ce qu'il a observé. À l'échelle macroscopique, on voit quelque chose apparaître ou on voit quelque chose disparaître. Ça, c'est la transformation chimique. La transformation chimique, le chimiste va la modéliser par une interprétation à l'échelle microscopique, où il va dire, en fait, parmi toutes les espèces qui étaient initialement présentes, certaines vont réellement réagir entre elles, certaines vont réellement se former, des liaisons vont se faire, vont se défaire, et ça sera une interprétation microscopique, on parlera de réaction chimique. Dans la réaction chimique, il faut bien comprendre qu'on ne tient compte uniquement des espèces qui ont réellement réagi et des espèces qui sont effectivement produites. Traduction, les ions spectateurs, de tout à l'heure, Na+, plus SO4-, ne sont ni des réactifs, ni des produits. On ne doit donc pas les considérer dans la réaction chimique. Alors, bien entendu, le chimiste va avoir recours à
un symbole pour traduire ce qui se passe à l'échelle microscopique. Ce symbole, c'est l'équation chimique. La convention veut qu'on utilise une flèche orientée vers la droite qui symbolise le sens de l'évolution du système. À gauche de la flèche, on note les symboles des réactifs, à droite, les symboles des produits. Mais pour que ce symbole rende compte de ce qui se passe à l'échelle microscopique, il faut respecter deux règles. La première, c'est la conservation du nombre d'atomes de chaque élément chimique, et la deuxième règle, c'est la conservation de la charge électrique. Pour pouvoir respecter ces deux règles, le chimiste va utiliser des coefficients qu'on appelle des nombres stoichiométriques. Stoichio, en grec, veut dire la proportion. Donc en fait, ces nombres vont nous indiquer dans quelle proportion les réactifs réagissent entre eux, et dans quelle proportion les produits se forment entre eux, pour pouvoir donc interpréter ce qui se passe à l'échelle microscopique. Alors, si je prends l'exemple qui nous sert un petit peu de fil rouge depuis le début du diaporama, si on écrit comme ceci l'équation, il y a un petit souci, parce qu'on a bien les réactifs qui prennent réellement part à la réaction à gauche, on a bien le produit qui s'est formé à droite de la flèche, mais la conservation des charges n'est pas respectée. 2 charges plus et une charge moins, globalement dans le membre des réactifs, on a une charge plus positive, alors que dans le membre des produits, on a un solide, donc c'est neutre. Si je m'intéresse à l'hydrogène, un hydrogène à gauche, un oxygène à gauche, dans le membre des réactifs, alors que dans le membre des produits, on a 2 oxygènes et 2 hydrogènes. Donc il n'y a pas conservation des charges et pas conservation non plus du nombre d'atomes de chaque élément. C'est la raison pour laquelle on va utiliser donc notre fameux nombre stoichiométrique pour pouvoir justifier que les 2 règles de conservation sont effectivement respectées. Alors, comment va-t-on lire cette équation chimique? De la façon suivante, une mole de Cu2+, ici il y a le chiffre 1 qui est sous-entendu, comme toujours en chimie, le chiffre 1 n'est pas explicité. Donc une mole de Cu2+, réagit avec, c'est ça que veut dire le plus, 2 moles d'ion H- pour former une mole de CuOH 2 fois. Si on prend dans l'autre sens, quand une mole de CuOH 2 fois se forme, eh bien une mole de Cu2+ a réagi avec 2 moles de H-. Donc ici, on peut lire l'équation aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche. Il suffit en revanche de bien tenir compte des coefficients stoichiométriques.